Mais je me suis dit: «Mais ça sort d'où?» On est parti sur des itinéraires, de 100 jours pour essayer d'avoir une viande ferme et qu'on évite d'avoir des traitements, médicamenteux en systématique qui sont, plutôt, néfastes et pour l'animal et potentiellement pour les qualités de viande derrière. Et beh, je pense que c'est une nouvelle voie qui est en train d'être écrite, si vous êtes client, c'est parce que vous y croyez à travers la nutrition humaine, mais je pense qu'on a peut-être une nouvelle voie à écrire aussi sur la nutrition animale et qui participe vraiment au bien-être. Donc on a vraiment une alchimie à construire entre la nutrition des animaux et la nutrition humaine, et puis la reconnexion et la croyance que les agriculteurs ont en faisant leur travail tous les jours pour nourrir les gens différemment. Ok, François, tu peux commencer par te présenter, me dire ce que tu fais? Oui, bonjour, donc François Bloch, je m'occupe des productions animales dans la coopérative Natop, et donc on travaille en lien avec les éleveurs de la Charentonne et Féroce pour développer des filières avec nos adhérents. Alors, quand j'ai commencé à te parler de ce projet volaille, déjà de la démarche féroce, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Mais je me suis dit, mais ça sort d'où? Et en fait, au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir ensemble, je me suis dit, mais c'est super pertinent et ça s'inscrit complètement dans ce qu'on souhaite développer. Et donc, on a essayé de construire avec toi des cahiers des charges qui puissent répondre à la fois aux capacités des agriculteurs et des éleveurs et aux demandes que tu pouvais avoir chez Féroce. Donc au début, je t'ai dit, oui, donc je voudrais une alimentation sans maïs, sans soja, que les animaux captent 70% de leur nourriture en plein air, dans les parcours arborés, en mangeant des vers de terre, de l'herbe, etc. Tu t'es dit, ok, c'est quoi ce Parisien qui sort, qui n'a rien compris au monde agricole? Je me suis dit, en effet, qu'est-ce que c'est que ces demandes? Ça paraît absolument irréaliste. Et puis au fur et à mesure, on a essayé de construire cette démarche-là en se disant, on n'a jamais essayé, mais c'est possible. Il n'y a pas beaucoup de biblios qui existent là-dessus, mais pourquoi pas essayer de faire des tests, quoi. Et donc je me souviens, tu vois, notamment de cette réunion où il y avait un technicien agricole en volaille et donc je lui parlais de mes idées et puis il me disait, oui, mais si on réduit l'alimentation à l'intérieur, les volailles, elles vont se piquer, s'attaquer entre elles. Puis quand on ouvre les portes des bâtiments, elles ne sortent pas forcément dehors. Alors comment est-ce qu'on pourrait les inciter à plus sortir? Donc là, on s'est dit, bon, on pourrait mettre des arbres, etc. Tu peux raconter un peu quels étaient les principaux défis, les principales problématiques liées à notre cahier des charges et les solutions qu'on a pu mettre en place en face? En premier lieu, c'était de trouver la bonne souche génétique qui corresponde à ces attentes-là. Donc, c'est de se dire finalement, on va retravailler un poulet traditionnel, le poulet fermier, avec une alimentation qui correspond aux besoins. Après, on s'est dit également comment faire des croissances qui soient correctes et puis qu'on ait des animaux finalement qui soient solides pour porter cette viande de qualité. Et donc, on a essayé de coller avec les formulateurs et toutes les biblios qu'on a pu trouver, des nutriments dans l'alimentation et des graines nouvelles à incorporer dans les formules d'animaux. Parce que normalement, on utilise le soja pour la teneur en protéines, le maïs parce que c'est hyper calorique. Tout à fait. En fait, c'est l'énergie à la fois apportée par le maïs et puis le soja apporté pour ses protéines et ses acides aminés. Donc là, on a des poulets qui sont élevés en plein air, mais en réalité, ils ont aussi une partie de leur vie qui est en bâtiment où ils ont un aliment. Dans cet aliment, tu disais que tu avais valorisé de nouveaux types de céréales, donc il est composé un peu comment? Principalement de l'orge et du blé pour les sources de céréales, mais aussi des tourteaux de colza qui sont issus des graines qu'on a dans les champs à proximité de nous, et puis des graines de lin et de protéagineux, notamment févrole, qu'on a pu réincorporer dans ce type de formule pour avoir ces résultats attendus. Et qui ont l'avantage d'être riches en oméga 3. Tout à fait. C'était bien là l'objectif, c'était de se dire on a un ratio oméga 3, oméga 6 qui est bien meilleur que dans les rations ou les formules qu'on peut faire traditionnellement. Et donc tu parlais de la race, donc c'est une race qui est plutôt rustique, à croissance lente. Tout à fait. Donc elle va mettre plus de temps à prendre du poids et ça c'était nécessaire
parce que On est parti sur des itinéraires de 100 jours pour essayer d'avoir une viande ferme et puis finalement des animaux qui ont le temps de sortir dehors, qui ont le temps de se muscler et finalement délivrer tous les nutriments nécessaires dans la viande. Et puis une viande aussi persillée par la même occasion, puisque ça serait dommage à la fois d'apporter des oméga-3 dans l'alimentation et pas d'avoir cette viande persillée. Et donc, par rapport au fait de sortir en extérieur, l'une des contraintes qu'avait évoqué le technicien, c'est que quand on ouvre les portes des bâtiments, les volailles ne sortent pas trop parce que c'est des proies et qu'elles ont peur. Donc là, il y a deux choses. La première, c'est que la race qu'on a sélectionnée, elle semble plus vive, plus dynamique de ce qu'on observe. Ouais. Et puis, en arborant les parcours, ça crée des parcours qui sont un peu plus protégés et qui potentiellement les encourageront plus à sortir. Il y avait deux volets en fait. Il y avait à la fois se protéger du soleil et des intempéries avec des parcours arborés, et puis également finalement trouver la souche qui soit la plus vive possible pour profiter du parcours, parce que ça serait dommage de faire aux éleveurs des parcours particuliers et puis de ne pas les utiliser. Donc on a essayé d'utiliser ces deux leviers. Et ça, en plus du bien-être animal, on espère que ça leur permette aussi de quêter, c'est-à-dire de capter une partie de leur alimentation par l'herbe, les insectes, les vers, etc. qu'elles pourront trouver, quoi. Développer finalement à partir de 40 jours l'utilisation de la biodiversité et l'écosystème qu'ils ont autour d'eux, autour de leur lieu de vie, quoi. C'est bien ça l'enjeu. Tu disais que c'était une expérimentation, donc toi, à ta connaissance, est-ce qu'il existe d'autres élevages poulets sur ce modèle ? Peut-être, j'ai envie de te dire, mais pas ma connaissance. Et tout du moins, on avait très peu de choses en bio pour nous montrer finalement des itinéraires techniques de ce type-là. Et donc c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment une expérience un peu unique. Et vous l'avez vu tout à l'heure aussi à travers les échanges avec les adhérents et les éleveurs, finalement c'est quelque chose d'assez unique pour eux. Et ils ont tous la curiosité, et nous les premiers, de se dire comment on va avancer là-dedans dans cette expérimentation, qui est pas dans l'immobilisme, parce qu'il est possible qu'en fonction des saisons, etc., on fasse évoluer aussi nos itinéraires techniques pour les accompagner et puis produire finalement un produit in fine pour Phaeros qui soit en adéquation avec vos attentes. C'est quoi un peu les risques d'échec ? Les risques d'échec, c'est que finalement on ait une croissance qui soit trop lente, qu'on ait des animaux donc qui soient trop vieux, qui aient des sécrétions d'hormones trop importantes en fin de cycle, et puis qu'on ait beaucoup de piquage et des viandes finalement qui soient altérées en toute fin de cycle de croissance, quoi. Donc le piquage, c'est quand les coqs en fait ils deviennent à maturité sexuelle, où ils ont tendance à attaquer un peu les femelles, quoi. C'est exactement ça. C'est qu'il y a une agressivité qui se développe avec la maturité sexuelle, et donc dans ce pas de temps-là, on est obligé justement d'avoir un développement du corporel de l'animal qui soit le plus précoce possible. Bon, et en tout cas, à date, donc on a deux élevages, un avec des poulets qui ont 1 mois, l'autre avec des poulets qui ont 2 mois. Ça a l'air de bien se passer, pas trop de mortalité, ils grossissent bien, donc tout a l'air OK. Très peu de mortalité, des animaux qui sont très vifs, qui n'ont pas du tout encore de piquage, un bon emplumage. Donc on peut imaginer que pour l'instant, on est vraiment sur la bonne voie. C'est les retours terrain des éleveurs et des techniciens qu'on a pu relever. Est-ce que tu as eu du mal à trouver des éleveurs qui acceptent de se lancer dans cette expérimentation ? Comme tu le disais, on n'est pas sûr que ça va marcher, il y avait des risques d'échec, c'est un peu une première en France. Et puis, c'est quand même un risque du coup pour l'éleveur. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'en convaincre ? Les techniciens ont eu forcément beaucoup de mal à convaincre des éleveurs de se lancer dans ce type de modèle-là, de tenter l'expérience finalement. C'est un projet entrepreneurial. Mais les agriculteurs ont cette vocation-là, on en a quelques-uns, mais c'est la particularité des éleveurs qui sont choisis pour Phaeros, c'est qu'ils ont voulu se lancer dans l'aventure, quoi. Et ça, pour le coup, oui, nos techniciens ont eu pas mal de difficultés à trouver les premiers éleveurs, mais je pense que après, ça fait un peu effet boule de neige, et on croit beaucoup en ça dans les campagnes pour pouvoir développer le modèle de façon plus large. Qu'est-ce qui a fini par les convaincre, ces éleveurs, tu crois ? Le bon sens, et à la fois de voir aussi ce que vous aviez pu faire sur le bœuf pour montrer qu'on se recentrait sur les choses essentielles, qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par ça et que finalement on pouvait le dupliquer à d'autres espèces. Et c'est de là que je pense les gens se sont dit il faut qu'on fasse partie de l'aventure. Il y a une préoccupation majeure de la part de mes clients, mais je pense des Français de façon générale,
je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle beaucoup dans les médias ou autre, mais qui est lié au vaccin, et notamment au vaccin ARN messager. Est-ce qu'on utilise les vaccins ARN messagers dans nos élevages volailles? Pas ARN messager, non, mais par contre, on vaccine les poussins à un jour pour qu'ils soient prémunis de une ou deux maladies qui sont un peu systématiques dans nos élevages français et qu'on évite d'avoir des traitements médicamenteux en systématique qui sont plutôt néfastes et pour l'animal et potentiellement pour les qualités de viande derrière. Donc l'idée, c'est de se dire, on a ce prérequis d'avoir ce vaccin à un jour, et puis après, on est sur du préventif, mais absolument pas de médicamenteux, sauf si forcément on a un virus qui intervient ou une maladie qui se développerait, et auquel cas, là, c'est le vétérinaire qui fait un choix d'intervention. Donc on a ce vaccin obligatoire à un jour. Tu confirmes que c'est un vaccin sans ARN messager, Oui. que c'est qu'on ne fait pas une tonne de vaccination, etc. Et qu'en réalité, sur tout leur cycle de vie derrière, il n'y a pas d'antibiothérapie préventive, pas tout ce genre de choses. Qu'a priori, les animaux ils sont censés être bien élevés et être en bonne santé toute leur vie. Et donc, à moins d'une extrême nécessité, il n'y aura pas de traitement médicamenteux. Voilà, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir une alimentation qui soit la plus riche possible. On parlait tout à l'heure d'oméga 3. On sait très bien que les oméga 3, il y a un fort intérêt pour l'animal et le bien-être animal. Et donc, il y a tout ce process finalement autour de l'animal qui est mis en place pour avoir du préventif et non du curatif. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu votre fil conducteur chez Phaeros pour vos clients et pour les humains. Et c'est exactement la même chose qu'on essaye d'appliquer sur les animaux. Donc c'est plutôt vertueux. Ouais, c'est ça qui est fascinant en fait. Tu t'aperçois que quand tu as des conditions d'élevage et une alimentation qui est cohérente avec les besoins physiologiques de l'animal, tu as des animaux qui sont en bonne santé, donc tu n'as pas besoin de faire venir le vétérinaire et de traitement antibiothérapie, etc. Et pour les humains, c'est pareil parce que tu vas avoir une viande d'extrêmement bonne qualité qui va éviter tous les problèmes de santé qu'on pourrait avoir. C'est exactement ça. Clairement, c'est ce qu'on a pu voir ces dernières années. Plus d'antioxydants pour les animaux, moins de maladies inflammatoires, et derrière, des animaux qui sont plus sains, qui ont des bonnes croissances, avec moins de mortalité. On a pu le voir dans les deux élevages qu'on a vus aujourd'hui, des niveaux de mortalité qui sont extrêmement bas pour l'instant. Alors, on est dans une phase d'expérimentation. Enfin, il semble que la mise en place justement de ces itinéraires techniques avec une alimentation qui soit saine et sur la philosophie de Phaeros, pour l'instant porte ses fruits aussi sur les animaux. Merci, écoute, c'est trop bien. Je suis en tout cas hyper déjà excité, enthousiaste et fier de ce projet. Un grand merci à toi de nous avoir fait confiance malgré l'originalité de la démarche et puis son côté très embryonnaire et entrepreneurial comme tu dis. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, dont on n'a pas parlé, un message que tu aimerais partager à nos clients? Je pense que c'est une nouvelle voie qui est en train d'être écrite. Si vous êtes client, c'est parce que vous y croyez à travers la nutrition humaine, mais je pense qu'on a peut-être une nouvelle voie à écrire aussi sur la nutrition animale et qui participe vraiment au bien-être. Donc on a vraiment une alchimie à construire entre la nutrition des animaux et la nutrition humaine, et puis la reconnexion et la croyance que les agriculteurs ont en faisant leur travail tous les jours pour nourrir les gens différemment. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup François. Merci à vous.